Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. Exactement. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de Drôle de Naturo. Et aujourd'hui, on va parler de gestion du stress. Salut Marie, bah ouais, ça y est, la rentrée est passée et on passe déjà aux choses moins sympas. Donc... Vous avez vu comment elle fait peur à chaque fois? Non, mais en vrai, le stress, il est nécessaire et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et comme on le dit toujours, c'est l'équilibre qui est la clé, donc on va un petit peu papoter de tout ça. Exactement, et puis on vous donnera des tips à la fin pour essayer de gérer tout ça. Donc Hadza, elle va commencer par nous expliquer un peu la partie théorique, scientifico-scientifique. N'oublions pas qu'on reste dans du simplifié pour que tout le monde puisse comprendre et suivre, n'est-ce pas Marie? Exactement, et n'hésitez pas à nous poser des questions si jamais vous en avez. C'est ça, donc pour commencer, effectivement, donc dans cet épisode, on va vous parler du stress. Et pour nous, c'était important, avant de vous parler du stress, de vous présenter brièvement le système nerveux, de quoi il est composé, parce qu'on ne peut pas parler du stress sans parler du système nerveux. Donc le système nerveux, qu'est-ce que c'est? Donc pour beaucoup, ça va être le cerveau, de manière simplifiée. En fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Le système nerveux, il est composé de deux grandes parties. On a ce qu'on appelle le système nerveux central. Donc le système nerveux central, il comprend l'encéphale ou le cerveau, pour faire plus simple, et la moelle épinière. Et ensuite, la deuxième partie du système nerveux, c'est le système nerveux périphérique, qui lui comprend les nerfs et les ganglions. Finalement, le système nerveux périphérique, c'est ce qui va permettre d'acheminer les informations du système nerveux central, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du cerveau et de la moelle épinière, vers les différents organes. Donc pour vous donner un exemple simple, par exemple, j'ai besoin de bouger le bras pour attraper ma tasse, parce qu'on est en train de boire une petite tisane, et bien tout simplement mon cerveau va envoyer la commande et c'est les différents nerfs qui vont permettre en fait d'envoyer l'information pour que ma main puisse bouger et attraper la tasse. Ouais, et même inversement, j'ai envie de dire. Exactement. Aussi des organes vers le système. Tout à fait, ça va dans les deux sens, c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle en fait le système nerveux périphérique afférent et efférent. Et dans ce système nerveux périphérique, nous avons deux branches. Ça se complexifie, il faut être bien attentif. Dans le système nerveux périphérique, donc, on a la branche somatique. Donc le système nerveux somatique, c'est celui qui va rentrer en action lorsqu'on a une action volontaire. Donc c'est-à-dire, comme je vous disais par exemple tout à l'heure, j'ai besoin d'attraper ma tasse. Donc c'est moi qui vais décider d'attraper ma tasse. Et on a ensuite le système nerveux autonome qui là est involontaire. Donc je ne peux pas mettre d'action dessus normalement. Donc ça va être par exemple la respiration, les battements du cœur, la digestion. Je n'ai normalement pas de contrôle dessus et ça se fait de manière automatique. Donc ça c'est le système nerveux autonome. Et ce même système nerveux autonome, parce que c'est pas terminé, il faut continuer de complexifier la chose, il se découpe en système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Alors, les deux sont sympas en fait, parce que les deux sont nécessaires. Donc, le système nerveux sympathique, certains l'appellent aussi orthosympathique, c'est le système nerveux de l'action. C'est celui qui va nous permettre de rentrer en mouvement et donc c'est celui aussi qu'on appelle de la lutte. Donc, encore une fois, on est dans la branche donc involontaire, donc on ne décide pas, mais en fonction d'un stimuli, on va avoir du coup le système nerveux sympathique qui va s'actionner et qui va permettre que par exemple la fréquence cardiaque accélère, la tension artérielle augmente, la respiration augmente également, que du coup on est au niveau de la pupille de notre œil ce qu'on appelle une mydriase, c'est-à-dire que la pupille va se dilater. Tout ça c'est pour être plus attentif et pour réussir finalement à fuir par rapport à l'ennemi que l'on va avoir en face de nous. Donc l'ennemi ça va être le stimuli. Et ensuite, dans le système nerveux parasympathique, ça va être tout le contraire. Ça va vraiment être le système nerveux du repos. Et on dit aussi le système nerveux de la digestion, parce qu'on a besoin d'être en parasympathique pour digérer. Ça, c'est un élément important. Ça va être donc ce qui va permettre d'abaisser la fréquence cardiaque, de calmer la respiration,
d'être plutôt en myosis. Donc là, la pupille, au contraire, va se rétracter. Et donc, du coup, ça va être finalement le système nerveux de la détente. Donc ça, on a planté le décor. Vous avez vu, ça va être quelque chose d'assez complexe, comme je n'arrête pas de le répéter. Donc maintenant, Marie va vous parler du stress. Voilà. Alors du coup, le stress, comme vous avez pu l'entendre déjà avec les explications d'Adza, il est indispensable, puisque c'est ce qui nous permet d'alterner entre ces phases d'action et les phases de détente. Le corps, en fait, il s'adapte à l'environnement. Par exemple, avant, quand l'homme chassait, il avait besoin pour fuir de ce stress, parce que c'est ce qui lui donnait ce pic d'adrénaline, etc., pour savoir si est-ce qu'il va fuir, si la bête elle est énorme, ou est-ce qu'il va combattre si la bête est à sa taille, voilà, ce genre de choses. Mais on peut l'adapter à d'autres situations actuelles. On traverse la route, il y a une voiture qui arrive, on est stressé au travail par notre patron qui nous ramène un dossier qu'il faut terminer dans 2 heures. Enfin voilà, on peut l'adapter. Moi, Marie, personnellement, je continue de combattre les bêtes. Donc voilà, donc le stress est indispensable, comme je le disais. Mais à partir du moment où il va être accumulé, où ce sera répété, où on va rester dans quelque chose de stressant, c'est là où ça va être néfaste pour l'organisme. C'est ça, c'est quand il va devenir chronique finalement et que du coup, on n'arrive plus à sortir de cette situation. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans la société actuelle. On est constamment en état de stress. Complètement, de par plein de choses, et puis de toute façon on le voit même avec les médias, etc. Enfin voilà, il y a toujours un espèce de stress ambiant et pour tout, pour toutes les situations, dans tous les domaines. Il faut savoir que la réaction du stress sera aussi forte proportionnellement à la situation que vous allez vivre physiquement ou psychologiquement. C'est-à-dire que plus la situation est énorme, plus le stress sera grand. Si c'est une petite chose, la situation sera moins stressante. Si je reprends mon petit chasseur, s'il se retrouve face à une poule, ce sera vachement moins stressant que s'il se retrouve face à un sanglier ou un mammouth. Voilà. Et il y a quelque chose que tu as dit que je trouve très intéressant et qui est important de comprendre. Tu as parlé de stress vécu physiquement ou psychiquement. Et je suis assez d'accord parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une même réaction de stress, même quand on va, par exemple, s'imaginer une situation de stress. Oui. C'est-à-dire que parfois, on va vivre réellement quelque chose et on va avoir ces réactions du corps. Mais parfois, il suffit juste de l'imaginer, comme tu dis, de l'anticiper, ou même, si on est quelqu'un d'anxieux, de se répéter une situation dans sa tête qui n'est pas réelle, finalement, mais on va avoir le même mécanisme du corps qui peut, à un moment donné, épuiser. Donc, c'est très intéressant ce que tu as dit. Je sais, merci. Alors du coup, dans le stress, on a 3 phases. C'est Hans Selye, pour citer un petit peu des noms comme ça, qui a déterminé ces 3 phases de stress. Alors on a en premier la phase d'alarme, c'est celle qui va nous permettre de mobiliser les forces de défense, c'est celle qui va nous permettre de fuir, de combattre ou de se figer aussi, parce que ça peut arriver. C'est là où on va avoir un pic d'adrénaline et on va avoir également une augmentation du glucose et de l'oxygène. Ensuite, on a une deuxième phase, tu peux nous en parler ? C'est ça, donc ça va être la phase de résistance. Donc la phase de résistance, finalement, c'est là où on va avoir notre performance qui va augmenter, on va avoir une concentration qui va être augmentée également. Finalement, on a à la fin de la phase d'alarme dont Marie nous a parlé, quelques hormones qui vont être produites et qui vont permettre au moment de la phase de résistance d'avoir un pic de sérotonine. Donc la sérotonine, c'est vraiment un neurotransmetteur, une hormone qui va effectivement permettre de se sentir plus serein. Donc malgré qu'on est toujours dans cette phase de stress, à ce moment-là, on va être un peu plus efficace. Et petit à petit, ce qu'il faut dire, c'est que dès la phase d'alarme, où on a un pic un petit peu de magnésium au moment du pic d'adrénaline, on va déjà commencer un petit peu à utiliser nos réserves de magnésium, à retenir. Et ce qui peut se passer, c'est que cette phase de résistance peut permettre la résolution de la problématique, c'est-à-dire l'élément qui a apporté du stress peut se résoudre et dans ce cas, on va re-rentrer dans un état tout à fait physiologique. Et parfois, cette phase de résistance, elle dure parce que le stress devient chronique et que effectivement, on reste toujours en fait en plateau
au niveau de notre niveau de stress. Et qu'est-ce qui peut finalement se passer à ce moment, Marie? Et ben du coup, si on reste dans cette phase de résistance trop longtemps, alors il faut savoir que la phase de résistance, du coup, elle nous demande beaucoup d'énergie. Donc ça demande un certain niveau de glucose pour faire fonctionner le cerveau et les organes en fait. Et également un niveau de cortisol qui va être élevé, voire de plus en plus élevé. C'est pour ça aussi que souvent on vous parle de cortisol, que c'est l'hormone du stress, parce que le cortisol en fait aide à maintenir un taux de glucose élevé. Et comme vous en avez besoin pour rester dans cette phase de résistance, c'est ça après qui va finir aussi par épuiser le corps. Donc dans cette troisième phase, la phase d'épuisement, la résistance diminue, c'est la chute, vous n'avez plus d'énergie. C'est ça. Donc dans cette phase d'épuisement, comme je le disais, donc vous n'avez plus d'énergie et en fait vous allez avoir dans la phase d'épuisement deux parties. Premièrement, il va y avoir un épuisement psychique, ce qu'on appelle le burn-in. En fait, il va y avoir un basculement entre la phase d'épuisement psychique et là où va se rajouter aussi l'épuisement physique. Et dans cette phase-là, le cortisol est arrivé au maximum de ce qu'il pouvait et il va s'effondrer. Donc le cortisol s'effondre, la dopamine s'effondre, le magnésium, vous en avez déjà plus depuis que vous êtes resté trop longtemps en phase de résistance. La sérotonine, c'est pareil, donc là, c'est vraiment la chute de toutes les hormones. Et c'est là où on est en fait dans le burn-out, où on est en général en incapacité de se lever le matin, il n'y a plus rien qui fonctionne, et là, c'est vraiment l'épuisement, quoi, il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est ça. Pour en fait expliquer de manière simple, le cortisol, normalement, c'est l'hormone que les surrénales, donc c'est des glandes endocrines qui sont au niveau au-dessus des reins, produisent notamment par exemple au réveil. Donc après qu'on se soit réveillé, on va produire naturellement du cortisol et c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir de l'énergie et de démarrer notre journée. Et donc en état de stress, comme Marie le disait, on va progressivement, quand les taux d'adrénaline ne sont plus suffisants, c'est le cortisol qui va faire le relais pour nous maintenir toujours en état d'alerte et nous permettre de résister à ce stress. Donc au moment du burn-in, on a les taux de cortisol qui continuent de grimper. Sauf qu'à un moment donné, les surrénales ne suivent plus, elles s'épuisent et elles n'arrivent plus à produire ce cortisol. Ouais. Et c'est ce qui explique qu'on passe à un épuisement aussi physique, puisque comme je le disais tout à l'heure, le cortisol, c'est un peu ce qui nous permet de nous lever le matin. Et bien en fait, là, on n'en produit plus du tout. Et du coup, le corps n'a plus la force finalement, en plus du psychique où on était déjà un peu dans un état dépressif, une perte de motivation au moment du burn-in. Puisque baisse de sérotonine aussi, on le rappelle, qui est une des hormones, c'est pas la seule, mais qui participe au bien-être, à la bonne humeur, voilà. Et finalement, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le stress, tout le monde en vit. C'est normal de vivre du stress, mais que quand il est chronique et qu'on reste en phase de résistance, on bascule à un moment donné en épuisement parce qu'en fait notre corps ne peut plus produire les hormones dont il a besoin pour résister. Et c'est là aussi où c'est intéressant, où parfois on peut avoir de manière pas forcément mal intentionnée, mais on peut dire en fait à des personnes de notre entourage, mais allez, courage, tiens bon, c'est dans la tête, etc. Non, c'est pas que dans la tête, finalement c'est aussi dans le corps parce qu'on ne produit plus les hormones. Et quand quelqu'un nous dit « mais là j'en peux plus, je suis épuisée », souvent c'est que les surrénales elles sont déjà à plat. Mais tout n'est pas perdu. Évidemment, nous allons vous donner des petits tips pour ne pas en arriver là, pour essayer de limiter ce stress et d'apprendre à le gérer au mieux en fait. À mieux le vivre, exactement. Ouais. Moi j'aime bien dire mieux le vivre parce que je pense que réellement gérer son stress, c'est pas si simple que ça. Alors que apprendre à vivre avec et justement à le moduler grâce à des techniques qui vont permettre d'éviter de rester en phase de résistance et d'épuisement, du coup, ça permet de mieux le vivre puisqu'il fait partie de nous. Oui, le but, bien sûr, c'est pas de le supprimer. Hein. De toute façon, ce sera pas possible. Donc ouais, on va peut-être parler un petit peu de techniques qui permettent de justement réguler et mieux gérer ce stress. De quoi tu as envie de parler, toi, en premier lieu, Marie? La première qui me vient, ce sera toujours la même, c'est la respiration. Ah. Alors du coup, c'est là où je vais faire le lien avec ce que Hadza vous expliquait
en tout début d'épisode le système nerveux sympathique et parasympathique. Effectivement, la respiration, ça fait partie du système nerveux autonome, involontaire, voilà. Donc, en principe, on ne la gère pas. C'est-à-dire que là, actuellement, vous n'êtes pas en train de vous dire je dois respirer. Vous le faites naturellement. Mais la respiration, si vous commencez à mettre de la conscience dessus, à vous dire ben là, je vais respirer, donc ça peut être de la cohérence cardiaque ou n'importe quel autre type de respiration, peu importe. Vous vous posez, vous prenez le temps d'inspirer lentement, d'expirer lentement. Et là, vous allez avoir une action volontaire finalement sur la respiration. Et c'est ça qui va jouer et alterner sur cette branche sympathique et parasympathique pour retrouver un état d'équilibre. Et c'est comme ça aussi qu'on peut réguler aussi ce taux de stress, complètement. d'hormones, etc. Parce que c'est ce qu'on disait finalement quand on a un événement stressant. En général, on va avoir une accélération de notre respiration. Et là, l'idée, c'est de mettre de la conscience et du coup, justement, d'essayer de ralentir la respiration et notamment l'expiration, si on veut une détente, par exemple. Oui. Et du coup, ça va avoir un impact sur notre fréquence cardiaque, sur tout le reste du système nerveux autonome, finalement. Ouais. Et donc, c'est là où on peut ressentir, du coup, un apaisement. Tout à fait. Apaisé vis-à-vis du stress que l'on vit. En fait, on va jouer sur le physiologique. En gérant sa respiration, ça va vraiment être physiologique, physique. Et donc, du coup, après, c'est aussi comme ça qu'on peut ressentir les bienfaits et la détente, tout simplement. Complètement. Moi, j'ajouterais par rapport à la respiration qu'on peut des fois être un peu... se dire, c'est quoi cette histoire, respirer et tout. C'est vrai que moi, au départ, c'était pas une technique auquel je me disais, je vais l'utiliser. Et finalement, en fait, il faut vraiment essayer dans un premier temps de mettre une certaine régularité, de le faire par exemple minimum 3 fois par jour dans un premier temps pour commencer, et de l'utiliser au moment des pics de stress aussi. Et c'est là où on voit une certaine efficacité. C'est vrai que si on l'utilise vraiment de manière ponctuelle, juste une fois comme ça par mois, on ne voit pas forcément réellement l'effet global que ça a sur notre morale, sur notre système nerveux. Alors que quand on essaie de mettre vraiment quelque chose de régulier, on se rend vraiment compte que c'est puissant en fait, cette respiration. Complètement. C'est sûr que si vous le faites une fois de temps en temps, même sur la situation stressante, ça n'aura pas forcément d'impact. Et puis d'autant plus que si le stress est très très fort, vous penserez même pas en fait à le faire et ce sera trop difficile. Alors que si vous êtes plus régulier, là, dans les moments même de stress intense, ça ne veut pas dire que vous n'en ressentirez pas, mais vous allez pouvoir mieux le vivre et mieux le gérer et pouvoir bien repartir avec et vous mettre en action. Ça ne va pas vous paralyser. Oui, et tu disais effectivement le faire 3 fois par jour, c'est ce qui est notamment préconisé dans la cohérence cardiaque. Après, j'en reviens aussi à la charge mentale. C'est vrai que parfois, de passer de rien du tout à 3 fois par jour, ça peut être un peu beaucoup. Donc moi je pense que si vous voulez tester et démarrer 2 fois, ça peut être bien. Le matin quand vous vous réveillez, le soir avant d'aller se coucher. Si vous arrivez à le faire dans la journée, c'est le top du top. Mais si vraiment vous n'arrivez pas, vous dites pas ça sert à rien, je fais rien du tout. Juste le matin, le soir, ça peut le faire. Vous n'avez pas le temps de le faire le matin, vous le faites que le soir. Enfin voilà, faut... Mais c'est rentrer déjà dans des nouveaux rituels. Ouais. Et du coup, en voir l'impact et du coup... ensuite augmenter parce qu'on sent que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Ce que vous pouvez associer à la respiration, c'est une huile essentielle. Ah, on adore. Voilà. Alors, les huiles essentielles qui vont être apaisantes, vous retrouverez la camomille romaine. Celle-ci, c'est vraiment, je crois, la top du top dans la gestion du stress. Après, selon les goûts, vous avez de la lavande vraie, la lavande officinale, ylang-ylang aussi. Vous pouvez retrouver également les citrus, donc vous allez... Mes préférés. Ouais, moi aussi j'adore. Vous allez avoir l'orange douce, vous allez avoir la bergamote, le citron aussi fonctionne, mandarinier, voilà. Toute cette famille-là, la famille des citrus, qui est très apaisante. Donc là, écoutez, vous pouvez tester, soit en magasin bio, en parapharmacie ou pharmacie, s'il y a des testeurs. Vous sentez celle qui vous convient. Vous pouvez en prendre une ou deux, ça sert à rien d'en avoir 36.
Et vous mettez votre flacon d'huile essentielle sous le nez, que vous faites un peu basculer d'une narine à l'autre, parce qu'on ne respire pas pareil de la narine droite et de la narine gauche. Donc voilà, vous faites un petit mouvement comme ça sous les narines de l'huile essentielle et vous prenez le temps de respirer et de vous apaiser. C'est vraiment plus une utilisation sécuritaire des huiles essentielles parce qu'il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Mais l'olfaction, pour le coup, il n'y a pas de risque. Donc vraiment, vous pouvez vous faire plaisir. Et ce que tu dis, c'est essentiel, c'est-à-dire que c'est important de tester avant d'acheter parce qu'en fait, on est tous différents vis-à-vis des odeurs. Il y a des choses qui nous rappellent des odeurs qui nous rappellent des choses positives, d'autres moins positives. Donc il faut vraiment utiliser l'huile dont on aime l'odeur. Faut pas se dire, ah bah par exemple la lavande, c'est une huile qui apaise le système nerveux, je vais l'acheter. Alors qu'en fait, finalement, quand on l'achète, on n'apprécie pas du tout l'odeur, donc forcément, ça n'aura pas le même impact que si c'est une odeur agréable. On va faire aussi un point rapide sur la phytothérapie parce qu'il y a des plantes qu'on peut utiliser dans la gestion du stress et on les détaillera après plus particulièrement dans un épisode spécifique. Donc là, on va faire vraiment juste un petit focus. C'est ça, là on ne pouvait pas passer à côté des plantes adaptogènes, on voulait vraiment vous faire une petite présentation de ces plantes sans rentrer dans le détail. Donc les plantes adaptogènes, comme le nom l'indique, ce sont des plantes finalement qui vont s'adapter à votre niveau de stress et notamment au taux de cortisol. Donc lorsqu'on va être en état de stress chronique par exemple et qu'on va produire beaucoup de cortisol, ces plantes vont permettre de réguler et de réduire ce taux. Et au contraire, lorsqu'on peut arriver dans le burn-in ou dans le burn-out et que du coup on n'arrive plus, enfin que les surrénales n'arrivent plus à produire de cortisol, elles vont aider ces plantes adaptogènes à en produire. Donc c'est vraiment une idée de régulation finalement et ce sont vraiment des plantes qui fonctionnent très très bien. On peut vous citer juste sans rentrer dans le détail, par exemple la rhodiole, l'éleutérocoque. Marie, est-ce que tu en vois d'autres ? La ashwagandha aussi. Évidemment. Pour l'instant, on va juste vous les citer et on rentrera dans le détail dans un prochain épisode. Ensuite, on a d'autres moyens aussi de gérer le stress qui font partie des piliers de la naturopathie, Adza. Ouais, alors moi, comme d'habitude, je crois que j'aime tellement manger que je pense toujours à l'alimentation. Je croyais que tu voulais partir sur l'autre en premier, mais ok. Non, voilà, je pensais à ça depuis le début. Évident. Je suis une fan de bouffe, vous l'aurez compris. Donc oui, ça va être important de bien choisir son alimentation et que l'alimentation soit riche en antioxydants, en magnésium. Je vais pas forcément rentrer dans le détail, c'est vrai que c'est bien de réécouter peut-être les différents podcasts qu'on a fait sur les macronutriments, déjà pour avoir connaissance de l'assiette la plus équilibrée possible. Il faut vraiment essayer d'avoir des aliments finalement qualitatifs d'un point de vue nutritionnel. Donc que l'assiette contienne tout ce qu'il faut, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, puisque le stress peut accélérer l'oxydation évidemment. Et donc, souvent, ça va être les assiettes colorées qui vont bien fonctionner. Et après, user et abuser des aliments riches en magnésium, dont on a déjà parlé d'ailleurs, je crois, dans un podcast. Et éviter tous les aliments vides d'un point de vue nutritionnel, c'est-à-dire les aliments ultra transformés, les excès de sucre. Et c'est là aussi où c'est intéressant, où on peut se rendre compte que quand on est stressé, on est appelé, par exemple, par des aliments gras et sucrés. C'est toujours intéressant de se questionner, de se demander pourquoi. Et donc, on a une partie de la réponse là, par exemple, comme tu disais Marie, comme du coup l'adrénaline et le cortisol vont entraîner une hyperglycémie, une augmentation du glucose dans le sang, à un moment donné, on peut avoir du coup une hypoglycémie réactionnelle. Et donc, à ce moment, on va avoir besoin de sucre pour recréer des stocks. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir tout simplement une alimentation équilibrée et riche en nutriments. Ouais, exactement. Et après, si vous avez, vous êtes trop stressé et là vous avez envie de manger la moitié de la tablette de chocolat, c'est pas grave si le reste de l'alimentation est la plupart du temps équilibré, ne vous frustrez pas non plus. Si on est aussi appelé par le chocolat, c'est aussi pour son taux de magnésium finalement. C'est ça, c'est aussi comprendre les appels du corps et être à l'écoute du corps tout en restant dans le raisonnable en fait et pas de frustration qui apporterait du stress supplémentaire. Exactement. Et vous pouvez aussi consommer des aliments qui sont riches en vitamine B
Et ce que vous pouvez faire, enfin quelque chose de rapide à ajouter à votre alimentation qui contient beaucoup de vitamine B, c'est la levure de bière. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez saupoudrer sur vos plats. Alors attention, je dis pas qu'en mangeant de la levure de bière, vous allez plus être stressé parce que vous allez avoir les vitamines du groupe B, hein. Mais en tout cas, c'est vrai que globalement, faire attention à son alimentation, ça a un rôle puisque ça a un rôle physique, enfin physiologique, physique, et donc du coup, ça aura forcément un impact sur le mental. Et oméga 3, pareil, c'est vraiment très très important. Oui, ne serait-ce que pour le fonctionnement cérébral déjà, enfin tout ce qui est cellulaire. Donc, Ouais. Si le stress vous empêche également de dormir, vous pouvez au goûter, voilà. Je savais que t'allais parler de la collation. Marie, elle aime trop les collations. Exactement. Chacun son truc. Ça reste dans la nourriture. Enfin bon, donc à la collation, vous pouvez rajouter des aliments qui soient riches en tryptophane et plus globalement quelque chose de sucré parce que ça va permettre après justement cette sécrétion de sérotonine un peu plus tard qui va permettre de créer la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc dans les aliments riches en tryptophane, ce que vous pouvez faire, une super collation, la banane avec un morceau de chocolat par exemple. Et quelques petites amandes, noix, enfin voilà, les fruits secs que vous préférez. C'est pas mal, moi j'aime bien ça. Ouais, Marie, je suis sûre que de base, tu pensais que j'allais parler du sport. Bah oui. Voilà. Voilà. Genre, je suis une grande sportive, moi. Oui, je pensais que t'allais l'aborder avant, mais en fait j'aurais dû me douter. Ah non, je préfère la bouffe d'abord. Et d'ailleurs, oui, t'as raison, le sport est important. Oui. Parce que c'est un équilibre, n'est-ce pas? Et qu'en plus, on fait du sport pour manger. Chut, ça c'est en off. On dit rien, on dit rien. Donc, bien sûr, le dernier pilier de la naturopathie, puisque de toute façon tout est lié, alimentation, sport et gestion stress et émotions. Le sport a un impact sur le stress. Tu vas nous en parler, Adza. Yes. Alors moi j'aime bien dire l'activité physique pour que tout le monde se sente concerné. T'as raison. Non, Parce t'as que raison. des fois les gens ont peur quand on parle de sport. Donc oui, l'idée c'est vraiment, comme on vous l'a souvent dit, de mettre le corps en mouvement. Déjà pour faire circuler les énergies, les émotions, et pour faire circuler aussi les déchets dans le corps. Ça va permettre d'augmenter l'élimination des toxines par le sport, ce qui du coup va aussi en parallèle permettre d'augmenter les hormones qui vont donner une bonne humeur, donc comme les endorphines par exemple. Le fait d'avoir une activité physique va permettre de sécréter des endorphines, de la sérotonine, et du coup forcément ça aura un impact sur l'état de stress et sur la manière dont on le vit. Tout à fait. Après, comme on vous l'avait expliqué dans l'épisode de la rentrée, l'idée c'est vraiment de varier peut-être les types d'activités physiques, de trouver ce qui vous correspond déjà. Et tout est positif, c'est-à-dire que ça peut être un sport très cardio, très physique. Et c'est aussi très bien d'avoir un sport beaucoup plus, Doux. Doux, exactement. Comme le yoga, du stretching, du pilates. Et de combiner les deux, en fait, c'est l'idéal. Exactement. Voilà. Donc, comme on vous le dit souvent, par exemple, Marie et moi, la danse, c'est un sport que vraiment on adore. Ouais. Pour l'aspect justement physique, cardio, mais aussi pour l'aspect un peu artistique. Et ce côté aussi étirement, parce qu'à la danse, finalement, on fait aussi un peu de stretching et tout ça. Et on trouve notre compte là-dedans. Exactement. Et même psychique, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, quand on danse, alors je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais on oublie en fait, on est dans l'instant, on est sur la danse, on pense pas au reste. Donc c'est un bon moyen aussi pour évacuer le côté psychique du stress en fait. Ouais, complètement. Après, donc il y a tout ce qui est sport d'endurance, sport cardio. Moi, j'aime beaucoup aussi la musculation parce que ça me défoule en fait. Donc le tout, c'est vraiment de trouver ce qui nous correspond. Et comme on disait, peut-être de pas forcément aller que dans ce qui nous attire, mais tester d'autres choses pour équilibrer aussi notre système nerveux et notre tempérament. Tout à fait. Et dernier point aussi pour la gestion du stress, c'est aussi de se reconnecter avec la nature. Donc là, vous pouvez mêler avec l'activité physique, le mouvement, c'est-à-dire que vous sortez marcher en pleine nature, vous avez les deux, du coup, connexion à la nature plus activité physique. Vous pouvez également faire du jardinage si vous avez l'occasion de le faire, si vous avez les moyens de le faire. Vous pouvez faire du dessin, vous pouvez faire du chant également. Enfin voilà, trouvez vraiment une activité qui vous correspond et qui vous permette d'évacuer ce stress et de vous sentir bien en fait, de vous sentir dans l'instant présent
et de ne plus penser à ce qui pourrait éventuellement vous tracasser, etc., etc. Complètement. Pour revenir sur la connexion à la nature, enfin le fait d'être plus régulièrement en extérieur, c'est vraiment important, notamment pour les citadins, pour ceux qui vivent en ville, etc. Pas forcément d'aller en forêt, on n'est pas forcément tous près d'une forêt, mais juste un parc, d'essayer de respirer du coup à ce moment-là pour avoir un air un petit peu de meilleure qualité et finalement combiner et l'activité physique et la connexion à la nature et la respiration, c'est le top. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour là déjà, on est sur un bon podcast d'une 30aine de minutes. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que le stress, on peut le voir en long, en large et en travers, il y a plein d'autres choses à aborder. Dans un prochain podcast, par exemple, on pourra parler du sommeil, on pourra parler de beaucoup d'autres choses. Mais là, on voulait vraiment faire déjà dans un premier temps un balayage simple en fait autour du stress. Exactement, et très global. Eh ben, écoutez, si vous avez apprécié cet épisode et globalement si vous appréciez les épisodes de Drôles de Naturaux, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note et ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Ça nous permet de faire connaître le podcast, de nous faire connaître. Exactement. Et de réajuster aussi. Ouais, aussi. Donc voilà, n'hésitez pas et puis on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain podcast. C'est ça, prenez soin de vous. À dans 15 jours. À dans 15 jours, bye. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt.